Donc, après ces préparatifs, je vous remercie de votre patience. Je vous souhaite chaleureusement la bienvenue au débat donc, organisé par notre association, la DEF, qui est l'Association pour le développement de l'enseignement de l'allemand en France, qui est membre de la FAFA pour l'Europe. Donc, c'est pourquoi nous inscrivons ce débat dans le congrès qui est organisé. Donc la DEF, c'est une association de germanophiles, de germanistes, de professeurs d'allemand, donc qui a pour vocation d'œuvrer pour la diffusion de l'apprentissage de la langue allemande. Alors effectivement, c'est une association qui réunit essentiellement des professeurs d'allemand, mais pas uniquement. Et nous avons souhaité donc, vous savez, que les langues vivantes d'une façon générale, quelle que soit la langue vivante étrangère qu'on apprend, est un vecteur de citoyenneté, d'ouverture à l'autre. Ça permet de casser l'ethnocentrisme, ça permet effectivement de développer des sentiments d'acceptation de l'altérité. Et ça se fait par l'apprentissage des langues vivantes, et c'est valable pour toutes les langues vivantes, spécifiquement pour l'allemand. L'allemand est un plus pour ceux qui ont choisi de l'apprendre, grâce à l'importance des liens qui se sont noués depuis plus de 60 ans maintenant. On a fêté le 60e anniversaire du traité de l'Élysée cette année. Et dans ce contexte, durant toutes ces années, se sont tissés des liens étroits, non seulement dans les domaines de la société civile, ce qu'on appelle la société civile grâce au comité de jumelage, développement de l'apprentissage de l'allemand et puis développement de relations économiques également et de relations diplomatiques. Donc nous avons décidé de sortir de notre zone de confort, entre guillemets, qui est l'enseignement et les relations qu'on peut avoir avec les instances au ministère de l'Éducation nationale, pour alerter sur la situation de désaffection de l'apprentissage envers l'apprentissage de la langue allemande. Et il nous a semblé qu'un des vecteurs pour notre action, c'était de collecter, d'inviter des acteurs du monde économique pour rappeler, pour témoigner de l'importance que pouvait avoir l'apprentissage de l'allemand, la maîtrise de l'allemand dans les carrières professionnelles, dans les parcours personnels également, parce que j'ai l'occasion de me rendre compte et d'entendre les témoignages, il y a des liens affectifs très forts dans le franco-allemand, mais au-delà de ces liens affectifs très forts et de tout ce qui peut se développer grâce aux échanges, grâce à l'apprentissage de la langue et aux échanges, il y a également de belles opportunités dans le monde du travail. Et donc, c'est de cela dont vont vous parler nos invités, qui vont être présentés par Susanna Dörhage, qui est journaliste, qui a également une société de production, Zebra Production, qui a produit pour nous des courtes vidéos de promotion de l'allemand pour les jeunes. Avec les deux micros. Aïe, aïe. Bravo Thérèse, tu as su tenir ces deux micros. Je dirais que c'est déjà un peu symbolique, comme si c'était la française et l'Allemagne. Voilà. Je me sens très honorée de pouvoir animer cette table ronde. Voilà. Et donc, je vais d'abord présenter nos participants. Donc, d'abord, il y a Olga Hein. Donc, vous êtes directrice du service formation et emploi de la Chambre franco-allemande de commerce et d'industrie. C'est bien ça? Voilà. Amagus Sabine Kopp, vous êtes consultante RH, du projet recrutement VIE Business France. Donc, vous allez nous expliquer tout de suite en quelques mots ce que c'est le VIE. Monsieur Jean-François Riffel, responsable des partenariats institutionnels de l'APEC. Et Monsieur Dr Olivier Nass, directeur de vente et marketing du groupe Du Marais. Je l'ai bien dit, Du Marais. Tout à fait, depuis quelques jours. Depuis quelques jours. C'est la société qui a changé de nom. C'est pas vous qui êtes là depuis quelques jours. Non. Voilà.
Voilà, alors en fait, pour vous dire un petit peu comment on peut structurer, comment on va structurer cette table ronde, je vais peut-être demander d'abord à chaque... Pardon ? Tu m'as oublié. Ah, mais elle est tellement... J'ai oublié, bien sûr, la participante la plus importante, Catherine Goldman. Catherine Goldman, vice-présidente de l'ADF. Et voilà, donc qui, avec Thérèse, fait un travail absolument remarquable, formidable, comme vous autres. Mais moi, j'ai été beaucoup en rapport avec l'ADF et j'ai vraiment été impressionnée par votre travail pour la promotion de la langue allemande. Voilà. Donc, d'abord, on va faire un petit tour de table et chacun pourra peut-être raconter un petit peu ce qu'il fait, mais pendant quelques minutes, 3 minutes, et peut-être un peu le rapport avec la langue allemande, c'est-à-dire que votre métier, votre fonction, et en quoi vous êtes en rapport avec le franco-allemand. Peut-être on va commencer avec Olga, Chambre de commerce franco-allemande. Merci beaucoup. Donc, merci pour l'invitation. Je confirme, l'ADF fait un travail formidable et la Chambre franco-allemande, logiquement, soutient inconditionnellement ce que vous faites pour l'allemand. Nos activités sont multiples, mais aujourd'hui, on va se centrer vraiment sur notre rôle pour l'économie et pour la formation au sein de l'économie franco-allemande, mais surtout aussi pour mettre notre pierre à l'édifice autour de 3 mots-clés pour nous. La sensibilisation de l'apprentissage de l'allemand, la différenciation des profils de la formation que nous apportons, c'est-à-dire que les jeunes qui sont formés en 3 langues, j'insiste bien sur 3 langues, c'est-à-dire que l'allemand a sa place prioritaire, mais aussi le français et l'anglais, sont des perles rares, d'où le 3e mot-clé qui est l'employabilité. Et je pense que je vais m'arrêter là pour donner plus de matière après sur le contenu de notre échange. Les dames d'abord, donc Sabine, voilà, Sabine Kopp. Bonjour, donc je travaille chez Business France, qui est l'agence d'État qui s'occupe entre autres du dispositif VIE, Volontariat international en entreprise. Donc nos missions principales sont évidemment d'accompagner les sociétés à l'international, entre autres via ce dispositif. Et je travaille donc depuis de nombreuses années auprès d'entreprises utilisatrices de ce dispositif sur des aspects recrutement, conseil RH, notamment pour des profils à destination de l'Allemagne, du territoire allemand. Donc mes clients sont des PME, des ETI, des grands comptes, qui tous sont régulièrement à la recherche de jeunes pour participer au programme et partir en Allemagne, faire cette expérience formidable qui est le dispositif VIE. Je vous expliquerai peut-être, si vous le souhaitez, un petit peu plus ce que c'est. Voilà. Je vais passer le micro peut-être à Catherine. Ah, il va falloir que tu te lèves, peut-être pour avoir la salle aussi. Oui, donc Catherine Goldman, je suis vice-présidente de l'ADF et professeure d'allemand depuis plus de 25 ans. Donc, évidemment, je sais ce que c'est de faire de la promotion de l'allemand, parce que ça fait partie du métier quand on est professeur d'allemand. Mais je sais aussi ce que ça apporte aux élèves, puisque j'ai donc formé de nombreux élèves, j'ai de nombreux retours d'élèves qui ont aujourd'hui 30 ans ou plus parfois, et qui donc témoignent de ce que l'allemand leur a apporté dans leur parcours professionnel ou personnel. Voilà, M. Riffel. Bonjour à tous, Jean-François Riffel, donc APEC, Association pour l'emploi des cadres. Notre rôle aujourd'hui, c'est d'avoir plusieurs clients. En fait, on a des jeunes diplômés, des cadres qui souhaitent se positionner, puis des entreprises qui recrutent. Si on est aujourd'hui sur le volant qui est franco-allemand, c'est-à-dire à la fois des cadres ou des entreprises qui veulent recruter sur ce volant-là, aujourd'hui on sait, du moins dans la structure qui est la mienne, que la 2e langue la plus demandée aujourd'hui c'est l'allemand, dans les offres d'emploi. Après l'anglais, il s'entend. Je vous parle d'une population cadre, je ne vous parle pas des populations, de toutes les populations, je vous parle de celles que je connais. Et on connaît aussi bien, comme un certain nombre de personnes autour de ces tables, la difficulté aujourd'hui de trouver aussi bien des candidats qui ont la maîtrise, et quand je dis bien la maîtrise,
être en capacité de pouvoir s'exprimer, lire, écrire dans la langue de Goethe quand même. Voilà, et donc nous on essaye petitement, mais avec les moyens qu'on a, de travailler avec les différentes structures. L'ABA, la Bundesagentur par exemple, avec lequel on travaille beaucoup sur différents champs. Et à titre, et puis je représente l'APEC à l'UFA que vous connaissez bien, qui était présente cette semaine, où je suis au CA, enfin, conseil d'administration de l'UFA. Voilà. Et M. Nas, donc la voix de l'entreprise, si je peux dire. Très bien. Effectivement, la dimension franco-allemande est d'un côté familial et bénévole chez moi, dans le sens que je suis engagé dans plusieurs associations. Je suis dans le conseil d'administration de la Chambre franco-allemande. Je suis l'un des fondateurs du club économique franco-allemand et dans d'autres associations. Mais je suis ici surtout comme représentant d'une entreprise, une entreprise belge, mais dont les sites principaux sont en France et en Italie. Et les clients, puisqu'on est dans le secteur automobile, surtout en Allemagne. Et donc l'importance des relations franco-allemandes et surtout de la maîtrise de l'allemand, pour nous, est un facteur clé de réussite. Moi, j'encadre les équipes de vente et marketing. Quand j'ai cherché un responsable vente à Strasbourg, proche de l'Allemagne, ça m'a pris presque 1 an de trouver quelqu'un qui parle bien entendu l'anglais, mais aussi l'allemand. Et donc j'entends souvent l'argument, tout le monde parle anglais, donc pourquoi insister sur l'allemand? Quand vous êtes dans les ventes, dans un secteur industriel, bien sûr, il y a des arguments économiques, il y a des aspects techniques, mais même dans le business, c'est aussi une question de relation. C'est une question de compréhension de l'autre, de sa culture, de ses priorités, de ses besoins dans un contexte d'entreprise. Et c'est tellement plus facile d'avoir un tel dialogue, une telle compréhension quand vous parlez la langue de l'autre. Donc même si l'autre parle anglais, même si les documents de l'appel d'offres sont en anglais, parfois même pas, mais souvent, en ayant quelqu'un qui parle allemand, c'est une condition sine qua non pour réussir avec des constructeurs comme BMW, Daimler, Bosch et autres, malgré le fait que l'industrie automobile est une industrie complètement internationale. Voilà, juste un exemple de la nécessité et l'importance de maîtriser la langue allemande. Merci beaucoup. Donc alors, nous sommes déjà allés un petit peu dans le constat. Je pense que les uns et les autres ont conscience d'une situation qui se dégrade de plus en plus. D'ailleurs, des deux côtés du Rhin. Mais vu que nous sommes ici en France, je voudrais juste citer un seul chiffre qui, moi, m'a marqué. En 1994, il y avait 600 000 élèves qui prenaient première langue allemand au collège et aujourd'hui, il n'y a plus que 150 000. Donc, c'est fois 4, enfin, je ne sais pas comment on dit, divisé par 4. Divisé par 4. Et j'ai trouvé ça frappant. Je me suis dit qu'effectivement, il y a un intérêt, une baisse d'intérêt. Donc moi, je fais partie de cette génération d'ailleurs d'Allemands, de jeunes Allemands qui s'est beaucoup intéressés à la France, mais nous avions aussi toujours des personnes, enfin des correspondants ou des amis qui s'intéressaient beaucoup à l'Allemagne. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose là qui s'est passé, une dégradation lente mais constante. Et je pense tout au début, j'aurais bien aimé avoir peut-être pas l'avis de tous parce qu'il faudrait un peu voir comment dispatcher la parole pour que chacun puisse parler, mais pour que quand même nous ayons les éléments les plus importants. Mais il y a quand même cette question, comment est-ce qu'on est arrivé là? C'est-à-dire qu'on était dans quelque chose de très enthousiaste. Comment est-ce qu'on est arrivé là? Dans cette situation. Et après, dans un deuxième temps, je pense que c'est important justement de regarder vers le futur et de se dire comment est-ce qu'on peut changer. Parce que l'idée n'est pas, on peut analyser, mais après l'idée n'est pas de se lamenter, dire que la situation est terrible, mais il n'y a rien à faire. Il y a quelque chose à faire certainement, mais il faut trouver maintenant quoi et comment. Voilà, mais peut-être d'abord un petit peu, je vous laisse peut-être vous dire qui voudrait
ajouter quelque chose à ce constat qui voit particulièrement, peut-être Samine, parce que je sais que vous cherchez vraiment désespérément des jeunes. Voilà. Alors de notre côté, c'est vrai que on a actuellement 11 000 VIE en poste partout dans le monde, dans 120 pays. L'Allemagne est depuis toujours, donc depuis que la formule existe depuis l'année 2000, donc 23 ans, dans le top 3 des destinations, le top 4, enfin bon, voilà, dans le top 5 on va dire de façon large. Quelquefois ça change. Là on a actuellement 950 jeunes qui sont en Allemagne. Alors évidemment, pas tous ne parlent l'allemand. On est obligé de recruter des jeunes qui ne parlent pas l'allemand. Alors, ils sont tous, par contre, anglais courant, voire bilingues pour la plupart. Il y a heureusement des secteurs d'activité et surtout des fonctions dans lesquelles on arrive à se passer de la langue allemande. On ne peut pas s'en passer, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous, sur des fonctions commerciales, c'est très compliqué. D'aller dans l'échange et dans le relationnel client si on ne parle pas la langue, quel que soit le pays d'ailleurs, pas qu'en Allemagne, quel que soit le pays, si on ne parle pas l'allemand pour les prestataires, les achats, les clients, etc. Après, heureusement qu'il y a quand même des métiers aussi dans le back-office où l'anglais peut suffire, notamment en finance. On a pas mal de postes en finance. Je pense... Ce qui se passe aussi, c'est que l'anglais est devenu courant parce qu'il est utilisé par les jeunes depuis le plus jeune âge pour tout un tas de raisons, pas simplement dans le cadre scolaire, mais dans le cadre personnel, pour regarder des séries, pour jouer à des jeux vidéo, etc. Donc on se dit souvent que finalement ça passe partout l'anglais et que est-ce qu'il est bien utile d'avoir une seconde langue ? Parce qu'on a, nous, en tous les cas, moi qui travaille sur plusieurs pays, je n'ai pas cette problématique seulement pour l'allemand, ça existe aussi ailleurs. On a par exemple parfois des difficultés à trouver des jeunes qui parlent l'italien, étonnamment aussi. Voilà, donc je pense qu'il y a cette idée aussi dès le plus jeune âge que apprendre l'anglais peut suffire et qu'on n'arrive pas à comprendre assez jeune tout l'intérêt de parler la langue de l'autre et pas simplement une langue qui serait une langue entre guillemets internationale et universelle. Voilà, il y a Catherine, en tant que professeure, je pense que tu as quelque chose à dire. Alors je voudrais d'abord intervenir sur pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là, puisque c'était la question tout à l'heure qui a été posée. On peut, et ce n'est pas on va dire, on ne peut pas tout dire que c'est un désintérêt pour l'allemand, que c'est un problème de la demande, etc. On en est arrivé là, entre autres, parce que depuis 2005, on a quand même réussi à stabiliser les chiffres et les apprenants de l'allemand à 15% pendant des années. Et donc, on a quand même une réforme en 2016, réforme du collège, qui a, on va dire, fait beaucoup de mal à l'allemand, parce que les bilangues qui existaient à 3 heures en général, donc ça a été retiré. C'est remis ensuite, mais pas avec le même nombre d'heures. Et donc, il y a eu l'introduction de la LV2 pour toutes les langues à partir de la 5e, ce qui était avant, on va dire, un privilège de l'allemand dans plusieurs académies. Donc là, on va dire, la décroissance de l'allemand et aussi la suppression des sections euro, ça a commencé à ce moment-là. Et aujourd'hui, le constat est qu'on ne peut plus apprendre l'allemand partout. C'est-à-dire qu'il y a parfois des familles qui veulent que leurs enfants apprennent l'allemand, mais dans le collège du secteur, ça n'existe pas. Ça existe dans le collège à côté, qui est dans la même commune, mais on leur refuse la dérogation. Alors déjà, ça serait aussi une solution simple, pour avoir un peu plus de germanistes si les dérogations n'étaient pas refusées. Vous permettez, je vais rajouter aussi un autre point de vue. C'est effectivement ce que vous venez de dire, la difficulté aujourd'hui de l'apprentissage de l'allemand des premières années. Enfin, déjà, ça c'est très compliqué, même sur des régions frontalières dont vous avez parlé précédemment, c'est-à-dire l'Alsace, la Lorraine. Enfin, aujourd'hui, même dans ces régions-là, aujourd'hui, d'avoir une école où vous avez des enfants qui sont dans du bilingue ou du bilingue, c'est devenu quasiment impossible. Et puis, dans un autre constat, c'est que, alors, moi je suis germanophone, germanophile, tout ce que vous voulez, mais
l'Allemagne reste quand même une zone géographique quand même difficile pour les jeunes générations. C'est-à-dire qu'on voit sur les recrutements, quand on a des postes, même quand vous avez des gens, et moi je vois par rapport à l'UFA, hein, l'université franco-allemande, c'est-à-dire des gens qui ont un double diplôme, quand ils ont la possibilité entre je vais en Allemagne ou je vais aux États-Unis ou en Inde, ben, souvent la balance c'est je vais plutôt aux États-Unis ou plutôt en Inde. Donc il y a cette difficulté-là. Alors je suis d'accord avec Sabine quand elle dit que la difficulté aujourd'hui pour les entreprises, du coup on peut des fois faire l'impasse de la langue allemande sur certains postes, on peut aussi faire l'impasse sur certaines compétences dans les entreprises quand on a vraiment besoin de l'allemand, c'est-à-dire quand on a besoin du développement et d'avoir une compétence linguistique, l'entreprise peut faire l'impasse sur des compétences. Naturellement pas sur des compétences techniques, il est clair que si demain vous recherchez un ingénieur en mécanique, si vous n'allez pas recruter un linguiste, voilà, ça c'est certain. Par contre, avoir une formation au sein des entreprises, c'est-à-dire des formations linguistiques, comme ce qui était fait avec certaines entreprises et certaines régions allemandes, hein, notamment le Baden-Württemberg aujourd'hui, qui paye des formations par l'entreprise pour des salariés, est un intérêt qui est énorme. Et à contrario, vous en avez parlé, je pense, pendant ces journées, mais quand on voit que le Goethe-Institut ferme, notamment à Strasbourg, les rares cheveux qui me restent m'en tombent quand même. Enfin, voilà, à un moment donné, je veux dire, on ne peut pas vouloir le développement du franco-allemand et se couper clairement d'une présence et de formation qui sont des formations qui sont essentielles. Voilà, alors là, la question de l'attractivité de l'allemand est posée, si j'entends bien. En fait, vous êtes en train de dire que le gouvernement allemand devrait peut-être se déployer aussi un petit peu plus pour rendre le territoire attractif, c'est ça ? Alors, je suis pas politique, mais il y a plusieurs choses quand même qu'il faut avoir en tête. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous demandez à un jeune français ou européen, tu veux travailler en Allemagne, il va vous dire Berlin. Le taux de chômage des jeunes à Berlin, il est plus de 12%. Alors que le taux de chômage en Allemagne, il est 3,9%. Pourquoi ? Parce que les gens, on oublie souvent la construction économique d'un pays. L'Allemagne, Berlin, il n'y a pas de sièges sociaux. Donc, ou alors il y a des sièges sociaux de façade. Je vais dire ça comme ça. Bon. Par contre, l'économie allemande, elle est dans les Länder, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des grands groupes qui ne sont pas obligatoirement dans des grandes zones géographiques et que si vous êtes des fois obligé d'aller travailler dans un siège, ça peut se trouver dans le fin fond de la Bavière. Ou, voilà. Et ça, aujourd'hui, les gens ont cette difficulté-là parce qu'ils n'ont pas la culture, parce qu'ils n'ont pas la langue, et se retrouver, alors Rosenheim, ça va, c'est pas très loin de Munich, mais si vous vous trouvez à Lemberloch ou je sais pas où, et que la prochaine ville est à 50 km et que vous devez déménager avec votre conjoint, votre conjointe et avec des enfants, l'attractivité, elle est quand même complexe. Alors vous allez me dire, c'est la même chose pour la France quand votre poste est au fin fond de la Lorraine ou je ne sais pas dans quelle région, mais il y a des difficultés. Il y a c'est l'apprentissage de la langue, ça c'est clair, et ensuite c'est rendre attractif une zone géographique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si c'est complexe, hein, les politiques aujourd'hui ont souvent un discours qui n'est pas toujours amené avec des faits. C'est-à-dire que quand on veut qu'il y ait une vraie puissance du franco-allemand, il faut donner les moyens de la puissance du franco-allemand. Et voilà. Mais je pourrais parler des heures, donc je vais vous laisser le micro. On sent la passion. Bon, là, on est en train de parler du côté allemand, comment rendre du coup, l'Allemagne plus attractive. Après, on pourra parler du côté français, comment évidemment soutenir plus l'enseignement. Mais peut-être, Olga, Hein, la question est posée, donc comment faire alors ? Alors, un problème, une solution ou un début de solution, parce que je pense que des chiffres, on les a tous, et puis on ne va pas se déprimer cet après-midi. Donc, nous, on a 2 segments sur lesquels on travaille ardemment, et je suis ravie parce que pratiquement toute l'équipe est ici. Ce sont les jeunes, d'une part, et d'autre part, de l'autre côté, les entreprises avec les dirigeants d'entreprise. 2 initiatives très concrètes au niveau des dirigeants, et ça a été lancé par l'ancien ambassadeur Hans-Dieter Lucas, mais je pense qu'on aura beaucoup de chance avec l'actuel ambassadeur et sa femme, française mais professeure d'allemand.
et ancienne secrétaire générale de l'ADF, si je suis bien informée. Ce qu'on va faire, c'est de sensibiliser les dirigeants d'entreprise via un communiqué ou via une lettre qui sera directement envoyée de l'ambassade à ces dirigeants pour stimuler en interne les équipes à apprendre l'allemand. Nous, on s'en fait vraiment garant de nous adapter. On peut le faire en ligne. Je veux dire, il y a tous les formats aujourd'hui possibles pour enseigner l'allemand dans le monde de l'entreprise. Les jeunes maintenant, les jeunes et aussi par exemple des personnes qui sont en recherche d'emploi. La certification VIDAF qu'on a fait renouveler cette année parce qu'on a été recalé l'année dernière. Pourquoi ? Parce qu'il fallait démontrer l'employabilité de la langue allemande. Pourquoi vous voulez enseigner l'allemand? C'est un comble, mais c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire? On a donc passé cette certification qui aujourd'hui permet d'être éligible au CPF, donc pas de barrière financière. Ce que je veux dire par là, c'est que les jeunes, aujourd'hui, dans les formations, par exemple en alternance, et j'en veux pour preuve un programme chargé de développement commercial franco-allemand, dont on a ici le responsable, c'est un programme où les jeunes sortent, comme je vous disais, avec 3 langues, ravis d'aller en Allemagne, ravis de partager leurs expériences et qui sont nos multiplicateurs. C'est-à-dire c'est eux qui nous disent « non, on est convaincus, mais allez convaincre mes parents ». Et ça, c'est aussi un comble. C'est-à-dire c'est des jeunes qui demandent de travailler en Europe, en France, en Allemagne, peu importe. C'est-à-dire que la matière, elle est là. Je ne dis pas que c'est la grande solution, mais c'est un début. Il faut commencer par là. Il faut miser sur les jeunes. Et encore une fois, on est extrêmement à l'écoute de leurs besoins. C'est-à-dire qu'on est adapté à ce qu'on entend. On aimerait avoir un master, on aimerait voir la maison mère, etc. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut avec des petits pas, et tous ici présents, soutenir ces petites initiatives. Parce que si on fait chacun dans notre coin, ça ne marchera pas. Donc ça, c'est 2 premières propositions de ma part. Voilà. Alors, pour les entreprises, donc, on a bien entendu que ce n'est pas facile d'attirer des jeunes vers des entreprises allemandes, donc ils se trouvent souvent effectivement pas à Berlin. Berlin étant attractif, mais pas forcément des villes plus petites. Et effectivement, cette attractivité joue bien sûr aussi depuis le début dans le choix de la langue. C'est-à-dire que si un pays est attractif, un territoire est attractif, tout le monde, les familles se disent c'est très bien, nos enfants vont peut-être aller dans ce pays. Alors, que faire donc, du coup côté allemand? Est-ce qu'il y a des idées? J'aimerais, dans une première petite synthèse, il y a effectivement des choses qui doivent être faites au niveau de l'éducation nationale. Vous avez évoqué des exemples très concrets. Après, il ne faut pas baisser les bras si les gens n'ont pas appris à l'école. Il y a des possibilités, comme la Chambre le montre, pour permettre aux gens d'apprendre encore l'allemand ou une autre langue, si c'est une autre langue. Mais si on revient à la question de l'apprentissage de l'allemand à l'école, il ne faut pas oublier non plus que le choix de la langue est souvent fait au moins aussi, si pas principalement, par les parents, quand on parle de cet âge-là. Et donc, je trouve que c'est extrêmement important que la société civile et les entreprises se mobilisent pour parler aux parents. Et moi-même, je le fais parfois, je constate qu'il y a toujours un grand écho. Certaines écoles sont tout à fait ouvertes, d'autres non. Mais entrer dans ce dialogue avec les parents et expliquer avec des exemples très concrets l'intérêt de la langue et les possibilités d'employabilité qui se proposent ensuite, c'est un élément concret qu'il faut faire. Le deuxième, et là ici je sais dans la salle il y a plusieurs qui s'engagent dans ce sens, c'est la vieille recette des jumelage. Faire découvrir le pays au plus jeune âge pour faire tomber les clichés. Et c'est vrai, les dernières années, l'Allemagne, nos relations sont un peu comprises comme un atout. Et donc on pense de connaître l'autre, mais évidemment, ce n'est pas le cas si on ne va pas vraiment dans le pays. Donc il faut encourager les jeunes, et ça se fait par des associations, pas forcément par l'école, ça peut être l'école, des opportunités comme par l'OFAGE, des projets qui sont organisés par les villes et maintenant aussi parfois financés par le fonds des citoyens franco-allemands. Donc il faut commencer déjà là. Les entreprises, nous, on n'est pas responsable de l'éducation, on est responsable de la formation de nos employés. Donc il y a
des offres comme de la Chambre, d'autres qu'il faut saisir. Et il faut témoigner parce qu'il y a un vrai besoin de notre côté de trouver des gens qualifiés et formés. Si vous devriez lancer un appel aux deux gouvernements pour y faire quelque chose, vous diriez quoi? Il faut absolument promouvoir la langue de l'autre. Après, moi, je ne suis pas un expert de l'éducation nationale, donc je ne suis pas forcément la bonne personne pour dire qu'est-ce qu'il faut faire pour faire en sorte que les professeurs ont des bonnes conditions de travail, que la langue de l'autre est intégrée dans le plan des horaires acceptables. En Allemagne, souvent, c'est la siebte oder nullte Stunde, un moment où personne n'écoute. Donc il y a plein de choses concrètes, mais encore une fois, ce n'est pas ma compétence en détail. Par contre, à côté de ces débats des gouvernements, il y a aussi un travail de la société civile. La question qui se... Ah, Catherine, attends, tu voulais peut-être ajouter quelque chose? Oui, je voudrais réagir à deux choses, les échanges. Effectivement, on peut faire des échanges à tout âge, les comités de jumelage, etc. Mais on va dire, par rapport aux échanges qui sont proposés, aux voyages et échanges qui sont proposés aux élèves donc pendant la période scolaire, les autres échanges, ça reste relativement à la marge. Et donc c'est surtout à ce moment-là, et c'est grâce justement à l'engagement des nombreux professeurs d'allemand, évidemment ces échanges sont financés par l'OFAGE, mais c'est surtout porté évidemment par les professeurs d'allemand que de nombreux élèves partent en Allemagne, en échange ou en voyage. Pour exemple, moi, le 29 novembre, je pars avec 178 élèves à Trèves au marché de Noël. Et donc, tout ça, c'est surtout à l'école que ça se fait, avec les élèves qui apprennent l'allemand. Et aujourd'hui, quand on est germaniste, on a pratiquement la certitude de faire au moins une mobilité vers l'Allemagne pendant sa scolarité. Et donc, là, je veux réagir à cette attractivité. Bon, bah, si on est dans un bled paumé en Allemagne, on n'a pas forcément envie d'y aller. Certes, peut-être. Mais en tout cas, que ce soit les élèves ou les jeunes adultes qui vont, la très très grande majorité revient vraiment avec une autre image de l'Allemagne, enchantée. Ah ben j'avais pas imaginé ça. Et effectivement, Berlin, ça reste un point et c'est très très attractif. Mais j'ai aussi d'anciens élèves ou enfants de voisins qui sont en Bavière et justement qui font de la randonnée dans les Alpes, du ski en hiver et tout ça. Et trouvent ça merveilleux. Et quand on est jeune et qu'on part après son bac ou après ses études, bah pour la plupart, il n'y a pas forcément encore femmes et enfants. Donc, on n'a pas ce problème d'adaptabilité. Et ils sont vraiment enchantés par... il y a une fois, je veux dire, le problème, c'est la méconnaissance, en fait. C'est que l'Allemagne ou l'allemande, c'est pas assez connu, qu'il y a des préjugés encore, effectivement, il faut lutter contre ça. Et donc, évidemment, l'ADF participe aussi à ça. Juste en termes de chiffres, quand même, il y a 141 000 Français qui vivent en Allemagne. À l'inverse, il y a 15 000 Allemands qui vivent en France. Donc, il faut quand même aussi avoir la réciprocité. Sur les 141 000 Français qui vivent en Allemagne, 97% vivent dans des grandes villes. C'est-à-dire que 97% de ces 141 000 Français vivent Berlin, Hambourg, München, voilà, donc c'est quand même, malheureusement, les chiffres sont là pour dire que les gens vont quand même majoritairement plutôt dans les grandes villes. Sabine, après on va continuer vers les solutions, mais c'est quand même intéressant de pointer un petit peu, donner des idées un peu d'où ça vient en fait. Oui, alors effectivement, peut-être pas une solution, mais moi un constat. Donc, moi, mes talents, ils ont tous entre 25 et 28 ans, parce que j'ai oublié de le dire, mais le VIE, c'est ouvert aux jeunes de 18 à 28 ans maxi. Donc, ce sont tous des jeunes professionnels qui, pour la plupart, font le choix de partir en Allemagne, du coup, démarrer leur vie professionnelle. Clairement, il y a un problème d'attractivité du territoire. C'est-à-dire qu'on n'a pas... Pas tous ceux qui parlent l'allemand font le choix d'aller en Allemagne. Ça, c'est un vrai problème. Si au moins tous ceux qui avaient appris l'allemand décidaient de partir sur le territoire allemand pour consacrer leur carrière au franco-allemand
on serait content parce que derrière, ça ferait aussi des chefs d'entreprise à long terme qui décideraient de s'installer en Allemagne et inversement qui pourraient revenir avec leur clientèle allemande, enfin, etc. Donc ce n'est pas le cas, donc c'est qu'il y a un problème effectivement d'attractivité, mais je pense que c'est surtout un problème de méconnaissance en fait. C'est-à-dire qu'une fois que le territoire est connu, une fois qu'on connaît tous les bénéfices d'une vie en Allemagne, une fois qu'on sait que dans les grandes villes allemandes, il y en a beaucoup qui ont, par exemple, sur des aspects écolos, des choses bien plus avancées qu'en France, une fois qu'on comprend effectivement qu'il y a une dynamique économique importante, que le business se fait différemment, ça fonctionne. Et à mon sens, l'entreprise a sa responsabilité aussi à prendre à ce niveau-là, c'est-à-dire que moi, tous les jours, j'explique aux chefs d'entreprise que lorsqu'elle écrit une annonce, il faut qu'elle fasse, en plus d'expliquer ce qu'on va demander en termes de contenu d'emploi, qu'elle explique le contexte dans lequel le jeune va arriver. Et le contexte, il n'est pas simplement celui d'une équipe, il est aussi celui d'un mode de vie quand on se déracine et qu'on va vivre ailleurs. Et ça, c'est aussi à l'entreprise de prendre en charge cette problématique de l'attractivité, d'expliquer qu'il y a le territoire, le mode de business qui va faire en sorte qu'on va grandir, on va comprendre les choses différemment parce que les Allemands, ils ne travaillent pas de la même façon, qu'il y a beaucoup de choses à apprendre quand on bosse dans un environnement allemand. Et deuxième chose aussi, côté entreprise, à ce stade-là d'une carrière, lorsque le jeune fait le choix, c'est peut-être aussi à un moment donné de se dire l'idéal n'existe pas. Moi, j'ai sans arrêt des chefs d'entreprise qui me disent je veux recruter quelqu'un qui parle l'allemand couramment. S'il n'existe pas, comment on fait? Est-ce qu'effectivement vous avez mis 1 an pour recruter? Moi, j'ai des entreprises qui ne recrutent jamais. Donc ça veut dire que le business, ils ne le feront jamais. Tout ça parce qu'ils n'ont pas pris sur eux, effectivement, de prendre en charge la formation en complément des bases que le jeune avait. Et ça, c'est vraiment pour moi un axe de progrès majeur, c'est-à-dire faire entrer dans la formation des entreprises les langues, notamment les langues rares, puisque l'allemand devient une langue rare. Et vraiment, s'il y a eu une problématique dans le parcours parce que le jeune n'a pas été assez performant ou que la langue est difficile, qu'il a eu du mal à l'apprendre, l'entreprise doit venir. De toute façon, c'est pour son développement économique. Donc, c'est son intérêt à le faire. Celles qui ne le font pas, je ne sais pas quoi dire. Voilà. Nous avons entendu l'appel aux entreprises. À vous écouter, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup d'initiatives d'un côté et de l'autre. Les professeurs, les entreprises, tout de même, la Chambre de commerce franco-allemande. Mais en regardant un petit peu en arrière ces dernières années, le couple franco-allemand au niveau politique, on sent quand même qu'il y a une certaine, je ne veux pas dire disharmonie, mais quelque chose qui ne va pas aussi vite, pas aussi, de façon aussi naturelle que c'était le cas avant, ou peut-être pas aussi intense, peut-être on peut dire ça. Et j'ai quand même l'impression que c'est un peu difficile de demander aux acteurs du terrain de faire un travail qui doit aussi avoir une forte impulsion politique. Est-ce que c'est quelque chose que vous partagez? Parce que est-ce qu'il n'y a pas un petit peu l'impression de se démener sur son terrain, de chercher, d'alerter, mais de se heurter un petit peu à, côté français, Catherine l'a bien décrit, les heures diminuent, on ne se soucie pas trop de ça, voilà, on parlera moins allemand, c'est pas grave. Pourquoi? Et côté allemand, oui, on constate que l'Allemagne n'est pas du tout attractive, ou pas, les territoires ne sont pas attractifs, c'est comme ça. Est-ce qu'il ne faut pas se mobiliser aussi beaucoup plus à un niveau politique? Je prends la parole, mais je ne suis pas sûr que ce soit que du politique. C'est aussi de la géopolitique, c'est aussi de l'intérêt qui évolue à un moment donné pour un certain nombre de choses. Les jeunes Allemands ne veulent plus venir en France, les jeunes Italiens ne veulent pas venir en France, les Français ne veulent pas aller en Italie. Enfin voilà, il y a aussi de la géopolitique qui fait qu'il y a un intérêt pour un pays ou pour un autre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on voit les personnes qu'on accompagne à l'APEC, on accompagne quasiment 350 000 personnes par an sur un profil international,
il y a des modes, hein, c'est-à-dire qu'il y a aussi des gens, notamment sur les jeunes, des fois ils veulent aller plutôt au Moyen-Orient, des fois ils veulent plutôt aller vers l'Amérique du Nord, des fois il y a aussi ça, c'est-à-dire que la société évolue et que les personnes sont influencées, alors le terme est peut-être un peu fort, mais peut-être aussi ont plutôt une volonté d'aller découvrir des pays un peu plus exotiques. Alors le terme est probablement pas le bon, mais il y a aussi de ça, c'est-à-dire que l'Europe en tant que telle n'a plus l'intérêt ou l'attrait qu'elle pouvait avoir il y a encore une vingtaine ou une trentaine d'années. Donc il y a aussi ça, et le monde s'ouvre de plus en plus. Hein. Regardez, suite au Covid, il y a eu 3 pays qui ont eu le plus de jeunes qui sont partis en télétravail. Le premier, c'est Bali, l'Indonésie, hein, ça c'est le premier. Le deuxième, c'est les îles espagnoles. Et le troisième, c'est le Moyen-Orient. Voilà. C'est les 3 zones géographiques où les jeunes sont allés faire du télétravail. Ils ne sont pas restés en Europe. Hein. L'aspect, donc vous dites c'est un petit peu une évolution, on ne peut rien y faire, c'est un peu une fatalité. Bon. Alors l'aspect politique ? Moi, je suis assez d'accord avec Jean-François. Je ne suis pas sûre que ça se pose forcément à ce niveau-là. L'avenir des échanges et de l'économie, c'est les jeunes. Donc il faut qu'on se mette à leur place et se dire quel est leur intérêt, qu'est-ce qui les intéresse et comment les intéresser. Le jumelage, c'est bien, c'est une bonne chose, mais ça fait partie de l'enfance, de la petite enfance. Mais à l'âge adulte, finalement, est-ce que ces solutions-là, elles ne sont pas peut-être à revoir pour savoir comment on fait pour intéresser l'adulte à vivre dans un pays qui n'est pas le sien et qui est limitrophe, qui n'a rien de glamour, qui ressemble finalement beaucoup au sien, parce que la France et l'Allemagne, c'est des pays et des territoires qui sont divers mais qui se ressemblent. Quand on prend le Moyen-Orient, moi, plus tard que la semaine dernière, j'avais un projet sur Abu Dhabi, là, j'ai pas de problème, c'est-à-dire qu'en l'espace d'une semaine, je reçois 150 candidatures. Mais pourquoi aussi ? Parce que la société n'a pas besoin de quelqu'un qui parle l'arabe. Parce que dans ces pays-là, le business se fait entièrement en anglais. Donc il y a quand même aussi une chose qu'il faut se dire, c'est qu'il ne faut pas s'empêcher non plus de faire du business s'il manque de l'allemand. Il faut continuer à apprendre l'allemand parce que l'allemand est important dans le quotidien, dans l'intégration, etc. Mais il ne faut pas s'empêcher en se disant on ne peut pas y aller parce qu'on n'a pas le germanophone. Et je voudrais, par rapport à l'activité, et après j'arrête, promis, de Sabine, c'est que nous avons travaillé ensemble, et notamment j'ai un exemple d'une jeune femme qui a fait un VIE en Allemagne pour commercialiser du vin. Elle est partie en Allemagne, l'entreprise était OK, elle ne parlait quasiment pas l'allemand. Alors vous allez me dire, vous qui êtes dans une entreprise avec du commercial, comment peut-on vendre du vin auprès de professionnels alors qu'on ne parle pas la langue ? Et bien ça s'est super bien passé, aussi bien passé que finalement elle est restée en Allemagne et elle travaille toujours dans l'entreprise. C'est quelqu'un qui a fait un VIE. Donc comme quoi aussi le fait de ne pas commencer à parler la langue, mais être d'accord que l'entreprise s'engage sur quelqu'un qui a la volonté, qui a le souhait, qui est en capacité aussi de développer, parce que tu parles de commerce, mais quel que soit, c'est-à-dire d'envie de développer à un moment donné quelque chose dans une zone géographique, ne lui mettez pas non plus des bâtons dans les roues. Si elle a envie, faites un test et on verra si ça fonctionne. Et si ça fonctionne, et là c'est un très bon exemple, vendre du vin, je ne parle pas l'allemand, et au bout d'un an, ça marche très bien, aussi bien que je reste sur le territoire. Pardon. Oui, et je voudrais ajouter quelque chose et surtout ramener aussi le débat un petit peu, faire revenir en France. Parce que tous les germanistes, effectivement, on parle des mobilités, des opportunités. Déjà, je pense qu'elles ne sont pas suffisamment connues. C'est aussi pour ça qu'on est là. Parce que c'est un constat qu'on partage et qu'on souhaite, on va dire haut et fort au plus grand nombre. Et puis après, évidemment, on n'est pas... devenir germaniste ne veut pas dire qu'on est obligé d'aller vivre en Allemagne quand même. Donc déjà, même en France, il y a comme aussi des opportunités pour les germanistes, n'oublions pas. La mobilité et l'expérience à l'étranger, effectivement, elle est enrichissante, ça en fait partie. Et aussi l'attractivité ou des autres zones géographiques, certes, mais ça, ce sont de toute façon on va dire ceux
qui partiraient de toute façon et sans nous, il y a plein de jeunes qui n'osent pas franchir le pas d'aller à l'étranger, qui restent en France, n'y font aucune expérience de mobilité internationale. Et ben, c'est surtout ces jeunes-là, et avant qu'ils aillent au Moyen-Orient, en Asie, etc., justement, l'Europe, c'est plus accessible, c'est moins loin, et donc c'est ça qu'il faut. Et puis, encore une fois, arrêtons de dire, parce que ça va faire peur encore plus qu'autre chose, que quand on apprend l'allemand, on est obligé d'aller vivre en Allemagne, et auquel aura, non, pas du tout. On peut aussi tout à fait vivre en France et avoir une belle carrière en France. Voilà. D'accord. Olga, alors Olivier d'abord. Parce que justement, c'est un peu mon propos aussi. Je pense qu'on oublie que, par exemple, nous, notre rôle, c'est vraiment d'accompagner les entreprises allemandes en France et françaises en Allemagne. Donc, effectivement, on peut aussi travailler pour une filiale allemande en France, que ce soit à Paris, que ce soit à Marseille, à Brest. Enfin, je veux dire, nous, les exemples concrets qu'on côtoie au quotidien, ce sont des jeunes qui sont dans des entreprises. Il se trouve, par exemple, là, pour notre programme en alternance, qui sont principalement sur l'île de France, mais ils sont ravis, ils ne demandent que d'aller ensuite rencontrer la maison mère en Allemagne, le cas échéant, ou sinon d'approfondir, on va dire, les connaissances de l'allemand. Et justement, j'en veux pour preuve aussi ce qu'on disait avant, et ça, c'est ce mot sensibilisation, je disais au départ, on a, nous, un rôle aussi d'enseigner l'interculturalité. Parce qu'il y a un vrai besoin aussi au niveau des jeunes, mais aussi au niveau des adultes. C'est une formation à vie, si je peux m'exprimer comme ça. Donc, une autre solution, par exemple, on a un autre outil, nous, en interne, qui est une commission RH franco-allemande, donc qui est constituée d'une 40aine de DRH français et allemands, et principalement de ce tissu des PME, ETI, boîtes familiales, où le mot confiance est hyper important. Donc, apprenons l'allemand pour l'aspect confiance. Je veux dire, vous ne pouvez pas être chef de cabinet chez Odo si vous ne parlez pas l'allemand. Ou si vous voulez une petite structure qui est dans le vin, justement, elle a besoin aussi de quelqu'un qui, effectivement, va construire sur l'apprentissage de l'allemand, mais aussi de l'émotionnel, de pouvoir exprimer les émotions en allemand. Et franchement, si on écoutait, et d'ailleurs j'invite la prochaine fois qu'on fait une table ronde comme ça, à avoir des jeunes, parce que je préférerais que ce soit eux qui parlent à ce que ce soit moi qui transmette ce qu'ils disent. Mais je vous assure que quand on les écoute, mais nous, on sait pourquoi on se lève le matin. Hein. Vraiment. Tout à l'heure, vous avez posé la question si les relations au niveau politique, qui sont devenues un peu plus compliquées, peuvent impacter l'envie des jeunes d'apprendre la langue de l'autre. Je pense en fait que ça n'impacte pas vraiment la question politique. Et est-ce que la politique réussit à mettre en place des conditions pour l'enseignement? Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à améliorer. En revanche, l'attractivité, l'image du pays, ça c'est quelque chose qui impacte bien sûr. Et on a des vecteurs pour promouvoir l'allemand, comme les instituts Goethe dont on a parlé, parce que plusieurs sont maintenant menacés de fermer, ce que je trouve déplorable. Néanmoins, il se pose la question, est-ce que ces vecteurs font suffisamment dans un format des jeunes pour attirer l'intérêt? Et j'aimerais faire référence au fameux effet Tokyo Hotel, c'était il y a quelques années, mais ça a impacté les inscriptions pour la langue allemande. Donc bon, aujourd'hui, il n'y a pas un groupe qui a la même notoriété, mais parler des formats différents, parler des influenceurs, mieux parler aux jeunes, je pense que là, il y a un défi. Et moi, je ne suis pas la bonne personne, j'ai des enfants qui sont jeunes, mais il faut des gens de la même génération. Et je pense qu'il y a quand même pas mal de choses qu'on devrait faire. Et on était peut-être parfois un peu trop dans notre zone de confort, de proposer des expos qui parlent aux intellectuels, de proposer des cours de langue qui sont évidemment très bien faits, mais il manque le marketing autour. Et on peut dire, est-ce que c'est leur job? Oui, je trouve dans le monde d'aujourd'hui, avec les médias sociaux, c'est aussi leur job de promouvoir la langue ainsi. Ce n'est pas seulement une question de proposer des cours de langue. Oui, merci, mais je crois que là, nous sommes quand même un petit peu revenus à ce que moi j'appelle le niveau politique, parce que quand on regarde que dans le métro parisien, on peut avoir des campagnes de publicité pour l'Écosse. Moi, j'adore l'Écosse.
Bon, il pleut quand même beaucoup en Écosse et les gens vont dire « l'Écosse, c'est formidable ». Mais quand on dit aller en Basse-Saxe, les gens vous regardent et disent « pourquoi j'irai en Basse-Saxe ?» L'Écosse, c'est formidable, mais pas la Basse-Saxe. Et ça il y a si on souhaite rendre ce territoire-là attractif, il faut de l'argent. Il faut que l'argent vienne de quelque part. Si on veut faire des campagnes sur les réseaux sociaux, dans le métro, là où on peut le faire pour se faire voir, pour dire que c'est bien, il faut cette volonté politique. Donc, est-ce qu'il ne faut pas le dire à un moment donné ? Je suis tout à fait d'accord. Maintenant, ce n'est pas forcément une question d'argent seulement. Par exemple, pour attirer plus de jeunes, je ne suis pas sûr que la pub dans le métro est le vecteur principal. Ça peut être un élément, mais être présent dans les réseaux sociaux, avoir quelques petits films sur YouTube et autres, peut coûter relativement peu, mais peut avoir un effet bien plus grand. Et donc, je ne connais pas les chiffres précisément, mais je sais qu'il y a une équipe assez grande de l'Institut Goethe à Munich. Peut-être il faut regarder les profils là-bas et avoir quelques gens qui s'occupent plutôt de la pub sur les réseaux sociaux que seulement du contenu des cours de langue ou d'autres aspects culturels. Donc peut-être on peut le faire avec le même budget, mais avec autres profils et autres projets au sein des équipes. Donc ce que vous dites là, c'est un peu changer de direction, s'adapter au monde d'aujourd'hui et décider d'aller vers les jeunes en fait tels qu'ils sont aujourd'hui, aller sur leur territoire en fait, c'est ça. On n'a pas vraiment le choix, oui. Oui, on a vraiment plus le choix. Je pense que c'est le seul moyen de faire en sorte d'attirer des jeunes à l'apprentissage d'une langue autre que l'anglais en fait. Parce que la problématique, c'est ce que je disais, c'est la même pour toutes les langues. Donc il ne faut pas croire que c'est l'allemand qui est délaissé, plus particulièrement parce que l'allemand est dur, parce qu'il y a des déclinaisons, etc. Je pense que c'est se dire, mais quel est ton intérêt à apprendre une autre langue ? On l'a dit en tout début, c'est vraiment être dans l'échange, pouvoir connaître l'autre, s'approprier vraiment tout ce qu'il y a d'humain, parce qu'il n'y a plus la barrière d'une langue qui n'est ni à l'un ni à l'autre, en fait, parce que l'anglais, elle n'est ni au français ni aux allemands. Elle est, voilà. Donc ça, je pense qu'il y a effectivement, comment on fait, c'est toute une question, pour que les jeunes aient envie d'apprendre autre chose que l'anglais, qui est leur langue quotidienne, en fait. C'est ce que je disais en introduction, l'anglais est rentré dans le quotidien de tous, et donc il est facile d'aller que vers cette langue, parce qu'elle est en général utilisée pour tout ce qui est nos basiques, en fait. Alors, je suis tout à fait d'accord. Nous avons conscience aussi de cet aspect de promouvoir l'allemand auprès des jeunes et d'une autre façon. L'ADF s'est lancée sur ce terrain avec la création d'une campagne vidéo justement qu'on a lancée il y a 2 ans et donc qui marche très bien et elle a un effet, je veux dire aussi qu'on a diffusé sur les réseaux sociaux. Mais là encore, c'est après. Même si le matériel existe et qu'il fonctionne, après, il faut qu'il soit, on va dire, la diffusion, malgré tout, ça prend du temps, des ressources humaines, de l'argent aussi. Donc, et après, ça ne peut pas, même quand le matériel y a, il faut encore, après, des gens qui sont là pour régulièrement faire des posts et les pusher. Donc, on a donc fait cette première campagne en souhaitant justement en faire une autre parce que nous, on pense qu'il faut travailler sur plusieurs couches. Il y a les élèves, les jeunes qui doivent avoir leur langage, à qui on s'adresse dans leur langage. Il y a aussi les parents faut convaincre. Et donc là, on voudrait justement avoir davantage aussi le monde économique qui prend la parole pour dire, parce que c'est encore trop méconnu, même aussi par rapport, même par nos dirigeants, c'est trop méconnu les possibilités qu'on a grâce à l'allemand et que la France a besoin de germanistes et qu'elle n'en forme pas assez. Et aussi, la dernière couche, c'est évidemment l'image de l'Allemagne et de l'allemand dans la société en général, c'est-à-dire une campagne d'image. Donc ça fait 3 couches sur lesquelles il faut travailler. Je pense que nous les avons identifiées, nous avons pas mal d'idées comment il faudrait faire. Mais voilà, donc tout ça demande une synergie, ça demande aussi des partenaires.
pour pouvoir réaliser. Il y a aussi la possibilité, les témoignages justement des jeunes dont on parle, de faire des enregistrements de jeunes qui témoignent de leurs expériences. Tout ça, ça fait partie de matière qui ensuite peut être adaptée au format réseaux sociaux et qui peut arriver, on va dire, sur les médias que les jeunes utilisent. Effectivement, la campagne dans le métro, ça ne s'adresse pas aux jeunes, mais à un moment, c'est toute une population qui a pas encore, on va dire, qui n'a pas la bonne image de l'Allemagne, qui ne connaît pas l'Allemagne et qui a besoin on va dire, de réviser un petit peu les idées reçues sur l'Allemagne. Et juste avant de rendre le micro, on n'a pas parlé d'une chose aussi, c'est l'enseignement de l'allemand post-bac. Parce que en fait, moi je ne recrute que des bac plus 5 en général pour les postes et les missions dont on parle en VIE. Et il y en a qui ont appris l'allemand au collège, au lycée, mais qui l'ont peu à peu délaissé. Et parce que il n'y a pas forcément aussi pléthore de possibilités hors cursus scolaire. Donc peut-être qu'effectivement, les écoles et les possibilités de continuer à apprendre l'allemand lorsqu'on est dans une école d'ingénieur, une grande école de commerce, elles sont peut-être pas si nombreuses que ça. Et du coup, ils abandonnent au fil des années la langue. Et puis en la perdant, ils se sentent moins à l'aise et du coup, ils l'utiliseront peut-être moins dans le cadre professionnel. Oui. Alors, je vais abonder dans ton sens. On ne peut pas faire une réforme de la retraite et de devoir travailler plus longtemps si on ne pense pas aux seniors. Donc justement, c'est ce que je vous disais au départ, on a énormément de professeurs actuellement qui donnent des cours de rafraîchissement d'une part, mais aussi d'apprentissage de l'allemand from scratch. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser que tout est, je dirais, segmenté par catégorie d'âge. Donc, encore une fois, ça, c'est absolument chez nous un des axes d'amélioration et de développement, parce qu'on sait qu'on va avoir certaines personnes de 50 et plus pour lesquelles il faut aussi qu'on réfléchisse à l'employabilité. Donc, ça, je lance aussi l'appel. Ensuite, je réinsiste, et Thérèse, tu étais présente dans la réunion à l'ambassade, il y a du concret à remonter auprès de M. Robert von Remscha. Quelles sont nos idées pour sensibiliser? Quelles sont les idées face aux Jeux Olympiques? Par exemple, le sport, ça peut être un facteur pour unir jeunes, plus seniors, etc. etc. Bref, je veux dire, on a des actions concrètes à mener. Et par exemple, c'est de remonter ça à l'ambassade, qui a un groupe de travail en ce sens. Voilà, donc si je résume un peu, il faut quand même des partenaires forts. Ça serait quand même mieux si les gouvernements étaient aussi derrière. Ça commence par l'ambassade. Voilà. Et en fait, est-ce qu'il ne faudrait pas, vous avez parlé de l'Institut Goethe, il y a différents acteurs, est-ce qu'il n'y a pas un moyen de comment dire, plus fédérer les efforts? Parce qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits à différents niveaux, mais est-ce qu'il n'y a pas une possibilité qu'est-ce que vous en pensez, de plus fédérer, d'avoir justement une parole plus forte? Parce qu'une seule institution ou une seule association sera beaucoup moins entendue, non? Oui? Je peux juste renforcer ce que vous dites. Et j'aimerais citer la lettre ouverte qui a été lancée par la VDFG, FAFA, contre la fermeture des instituts de Goethe. Toutes les associations franco-allemandes, à quelques exceptions où il y a des réserves politiques qu'on peut comprendre, mais quasiment toutes ont signé. Beaucoup de personnes aussi engagées, des personnalités. On a créé un mouvement par cette annonce choc qui est quand même très remarquable et qui a été remarqué par la politique. On n'a pas encore la réponse espérée, on va voir. Mais c'est un exemple qu'ensemble, on peut faire beaucoup plus que seul. Et chacun apporte aussi sa compétence. Encore une fois, moi, je ne suis pas compétent comment en détail on peut améliorer les plans de l'éducation nationale. Vous avez des idées très concrètes. Moi, je peux apporter des témoignages. En revanche, des entreprises, chacun a sa pièce. Et chaque pièce compte aussi selon l'âge des personnes ciblées, parce que ce n'est pas chaque fois le même élément. Il faut regarder l'ensemble des enfants
jusqu'aux adultes qui se motivent à apprendre encore l'allemand. Un dernier mot, parce que moi il faut vraiment que je m'en aille, donc je vais juste un dernier mot, c'est avant tout il serait peut-être judicieux de faire une étude, c'est-à-dire c'est quoi le besoin, c'est quoi les attentes, parce que finalement on est les uns les autres à faire de notre côté chacun un petit peu quelque chose, finalement c'est quoi le souhait, qu'est-ce qu'attendent les jeunes, qu'est-ce qu'ils ont envie, pourquoi l'allemand, voilà, enfin je pense qu'il y a aussi des choses probablement à analyser, qui ne sont pas analysées, parce qu'on part un peu chacun les uns les autres voilà, dans une direction ou dans une autre, étant persuadé que telle chose est de la bonne solution, que telle chose, en fait, c'est un tout. Mais en fait, c'est toujours pareil, pour atteindre un objectif, c'est quoi les moyens d'atteindre l'objectif? Et avant ça, questionner, savoir, faire une analyse exacte peut-être de l'état des lieux, pour voir un peu comment on peut faire évoluer. À mon sens, c'est peut-être quelque chose qui n'a jamais été fait sur le franco-allemand, j'en sais rien, mais je pense que... Ouais, je la connais, mais elle n'est pas suffisante, quoi. Elle n'est vraiment pas suffisante, elle va pas... Ouais, mais je pense que c'est quelque chose de très global qui prend tous les âges, de l'école jusqu'aux professionnels, c'est-à-dire vraiment peut-être une étude qui doit être faite dans le fond, et pour voir derrière en sortir des éléments qui sont des éléments factuels qui peuvent amener une réponse à chacun. Je suis désolé, il faut vraiment que je m'en aille parce que j'ai un train à prendre et je vous souhaite une bonne continuation de cette réunion. Merci. Merci beaucoup. Alors, moi, je voudrais répondre à la question, est-ce qu'il ne faut pas un engagement politique plus fort? Oui, moi, je dis oui, parce que, écoutez, on a quand même les accords franco-allemands, on a les stratégies, on a signé et on s'est engagé à faire augmenter l'apprentissage de la langue du partenaire. Et ne serait-ce que, voilà, donc à un moment, il faut aussi des jeunes qui apprennent l'allemand, ce n'est pas que les politiques qui vont se rencontrer. Et ils pourraient déjà donner l'exemple. Nous, on a lancé, l'ADF a lancé aux politiques le défi donnant la voix à l'allemand. On leur demande, lors de leurs rencontres, dans les pays partenaires, de parler la langue de l'autre. On a demandé à ce que les politiques qui se rendent en Allemagne, Bruno Le Maire, etc., qu'ils parlent en allemand. Ben écoutez, bon, je veux bien, il a fait, mais enfin, il n'y avait que 2 phrases. Peut-être faire un peu plus, mais en tout cas, ils ont donné l'exemple déjà. Donc ça, c'est une chose. Et là, on est aussi ici, on est là pour les alerter aussi, pour qu'ensemble, qu'on fasse pression à plusieurs, à ce qu'ils se rendent compte de l'importance on va dire, de l'apprentissage de l'allemand, et qu'il y a des solutions, l'ADF propose des solutions, et que ça doit être soutenu. On va dire, on peut avoir plus de germanistes en France. Ce n'est pas une mission impossible. Donc moi, en parlant de chiffres, alors qui ne sont pas du tout ceux d'une étude, mais mon quotidien, alors nous, on a 2300 offres en ligne actuellement sur notre site, donc pour 120 pays, comme je vous le disais tout à l'heure. Et il y en a à l'heure actuelle à peu près 300 rien que pour l'Allemagne. Donc sur un seul pays, c'est de toute façon en général 10 à 15% des possibilités d'emploi sur le volontariat international en entreprise. Et le salaire, parce que en fait, c'est une rémunération qui est nette, qui est non imposable et qui est donnée en fonction du pays de destination et non pas en fonction du niveau des études ou du niveau d'expérience. Il est de 2 600 € net non imposable. Donc si les jeunes savaient ça, parce qu'on oublie quand même aussi de parler de la rémunération et de l'argent qui fait quand même avancer le monde et qui est en général très important aux yeux des jeunes, c'est par exemple des informations qu'ils ne connaissent pas, ils ne connaissent même pas le dispositif VIE, ils ne savent même pas qu'il y a cette possibilité-là. Bon, nous, on fait ce qu'on peut, hein, on est nombreux à travailler sur la promotion du dispositif VIE, mais pas assez vu le nombre d'élèves qu'il y a en France. Et puis, c'est une information qu'il faut renouveler toutes les années, parce que toutes les années, on a des jeunes diplômés. Mais voilà, donc tout ça, c'est des choses, effectivement, qui font partie de l'information à donner pour donner de l'attractivité. Et puis derrière, quand ils y restent en Allemagne, ils ont des postes à responsabilité dans des secteurs d'avenir, avec une dynamique d'emploi qui est quand même en Europe encore exceptionnelle,
enfin, je ne pense pas me tromper en disant ça, l'Allemagne ne fait peut-être pas des pubs dans les métros non plus parce qu'elle n'a pas forcément besoin d'autant d'attractivité que l'Écosse. Elle voit venir à elle beaucoup de gens sur son territoire et donc peut-être qu'effectivement le gouvernement allemand investit moins là-dedans. C'est une question, hein, voilà. Mais voilà, donc il y a plein de choses qui ne se savent pas, et je pense que voilà, il faut juste informer mieux de tout ce qu'il y a autour de la langue allemande, de tout ce qu'il y a en Allemagne en fait. Voilà, donc oui, informer mieux sur l'Allemagne. Oui, moi j'ai quand même l'impression, personnellement, je ne sais pas si cette impression est partagée, qu'il y a un recul. Enfin, pour moi, au niveau de l'image, il y a un recul. C'est-à-dire que j'ai l'impression, moi, d'avoir été mieux perçue en tant qu'originaire d'Allemagne il y a 30 ans qu'aujourd'hui. Et moi, je trouve que c'est grave, personnellement. Enfin, je trouve que c'est quelque chose de grave, de dangereux, Voilà, donc je vous ai posé la question, mais je me permets peut-être d'y répondre moi-même. Moi, je pense qu'effectivement, il faut un engagement politique, mais bien plus important. Appliquer déjà les contrats. C'est-à-dire que ce qui a été signé doit être fait. Ça ne doit pas être dilué par la suite. Et il faut, pour moi, que les gouvernements des deux côtés, enfin les responsables des deux côtés, soient effectivement présents et derrière. C'est-à-dire qu'il faut que cette volonté soit là, parce que sinon, ça me semble impossible de demander justement à tous les acteurs de terrain de faire ce travail-là. Même si c'est très important aussi que ça remonte du terrain. Tout ce qui remonte du terrain, bien sûr, est important et très important aussi. Alors, je voudrais encore ajouter quelque chose, puisqu'on a parlé de chiffres, combien on gagne. Eh bien, on nous parle aussi beaucoup de chiffres quand on va voir l'éducation nationale. Lorsqu'on demande de remettre les bilangues à 3 heures, donc ça coûterait sur un établissement 1h30, donc pour le faire de la 5e à la 3e. Donc on nous dit que ça coûte cher, donc ce n'est pas possible. Mais combien ça coûte de ne pas avoir assez de germanistes? Combien ça coûte toutes ces affaires qui ne se font pas? Donc là, ça serait intéressant d'avoir une étude sur ce que la France perd en PIB suite au manque de germanistes. Et dans l'autre sens aussi, probablement. C'est-à-dire que ça va probablement dans les deux sens. Les pays perdent, en fait, l'Allemagne et la France perdent parce qu'ils ne forment pas assez de jeunes qui parlent la langue de l'autre et qui peuvent notamment, je crois que le mot confiance, c'est très important. Plus que peut-être la connaissance linguistique pure, mais c'est effectivement être vecteur de confiance, pouvoir aller dans les entreprises, pouvoir prendre de la responsabilité. Par exemple, en étant en France, chef d'une filiale, je pense que c'est beaucoup plus facile d'accéder à un tel poste quand on parle la langue de l'autre, et enfin l'allemand et dans l'autre sens. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des choses que vous avez sur le cœur, peut-être dans la salle? Ah oui, je vois dans la salle, il y a des choses. Alors maintenant, c'est compliqué avec les micros. Donc c'est Alex qui doit dire, c'est avec film, c'est celui-là. Il faudrait qu'on note, c'est ça? Vous allez faire ça. Attention, il faut qu'on lève les pieds. C'est celui-là? Oui. Il faut s'avancer. Oui. Et après, ça doit un petit peu. Personnellement, je vois un assez gros problème d'information des parents et des élèves. Eh bien, je pense qu'il est ignoré que la première langue qui est demandée sur le marché de l'emploi après l'anglais, c'est l'allemand. L'allemand est substantiellement plus demandé que, naturellement, que l'espagnol, et on ne parle pas des autres langues. Il y a donc un problème tout bête, c'est-à-dire donc, pour les parents, le premier objectif, c'est que les enfants réussissent le bac. Donc on prend une langue facile, l'allemand trop difficile. Mais il faut regarder un petit peu plus loin, quel est le marché de l'emploi, donc après le bac. Et alors je pense qu'une chose qui nous manque crucialement, nous avons des statistiques permanentes sur le déclin
de l'apprentissage de la langue allemande, mais je pense qu'il faudrait mettre en évidence les statistiques. Toutes les statistiques sont concordantes pour montrer l'importance du marché de l'emploi. Et une chose qui pourrait convaincre, très rarement, les acédiques publiaient l'importance de l'allemand par rapport à l'espagnol. Eh bien, tous les Français vont croire ce genre d'informations. C'est neutre, c'est pas comme des instituts qui veulent influencer les opinions. Je trouve qu'on a besoin d'informer les parents et les jeunes des opportunités pour ceux qui parlent la langue allemande. Il ne faut pas perdre de vue qu'en fin de compte, le premier partenaire de la France, c'est l'Allemagne. Ce n'est pas le cas dans l'autre sens. La France n'est pas le premier partenaire, la France est seulement troisième. Mais mettre l'accent, je pense, auprès de l'information auprès des parents et des jeunes. Et après là-bas, peut-être présenter juste en un mot parce que tout le monde se connaît. Je m'appelle Günther, je suis autrichien toulousain. Ça fait 33 ans que je vis en France. Et je suis un des exemples de ceux qui sont venus en France, pas pour apprendre la langue ou parce que je l'ai appris à l'école, mais je l'ai appris en France. Et ce que j'ai entendu sur la fille qui vendait du vin en Allemagne et qui s'y plaît, peut-être qu'elle avait la curiosité de connaître cette culture, cette façon de vivre, cette façon d'être. Et je connais pas mal de Français qui vivent en Allemagne et qui feraient un diable pour revenir. Ils y sont très bien. Et plein de germanistes, germaniques comme moi, qui vivent en France pareil. Donc ça, c'est une première chose. Pour moi, j'aimerais qu'on parle plus de volonté d'aller vers les autres que de langue. La langue, pour moi, c'est un moyen. Et j'aime beaucoup jouer avec les mots, mais pour moi, ce n'est pas une finalité. L'autre chose que j'aimerais dire, c'est que j'ai pu participer ce matin à votre atelier où j'ai entendu beaucoup de doléances des instituteurs et des enseignants français en Allemagne et de l'allemand en France, et comment faire pour obtenir des oreilles des décideurs. Et je crois qu'il y a une ébauche d'une lettre auprès des politiques qui naît. Moi, ce que je propose, c'est d'expliquer l'utilité, je l'ai entendu tout à l'heure, sur l'enjeu économique pour l'Allemagne et pour la France, d'améliorer, faciliter les relations économiques et ce que ça peut apporter pour l'Europe. Et bien ça, c'est un motivateur. Et ensuite, ça devient logique qu'il faut encourager pour faciliter l'apprentissage de la langue, casser ouais, l'Allemagne, pourquoi gérer en Allemagne, tout ça, ça viendra après. Vous avez entendu. Je crois qu'il y avait deux dames derrière. Voilà, avancez-vous peut-être, parce que sinon, il y aura un problème avec le cadre. Bonjour, Claire Fuchs, du Club d'affaires franco-allemand de Hambourg. Je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit sur l'image de l'autre au fil des années qui se dégrade. Alors, à peu d'années près, on est à peu près de la même génération. Enfin, vous êtes plus jeune. Pardon ? Vous êtes beaucoup plus jeune. Je ne sais pas, mais on va pas chipoter pour quelques années. C'est vrai que quand je suis arrivée en Allemagne, on nous regardait, nous les Français, on nous regardait en disant « Ah, la réconciliation, qu'est-ce que vous êtes... C'est sympa de venir chez nous, de franchir le pas de cette insulte de l'histoire. » Voilà. Maintenant, on a dépassé ce pas, on en a fait 10, 100 depuis. Donc je pense que le franco-allemand doit changer d'image et doit transmettre une autre image dans les sociétés françaises et allemandes. Pourquoi on est là ? Quel est l'objectif ? Quand on apprend l'allemand, on devient un acteur actif de la paix en Europe, du bien-être social, et on devient des garants de ça. Et je pense que c'est une idée qu'il faut développer quand on apprend la langue de l'autre. La réconciliation, l'histoire, c'est du passé. Et je pense qu'on est devenu, en plus, on est devenu banal
Hein, quand on regarde le nombre de Français qu'il y a en Allemagne, le nombre d'Allemands qu'il y a en France, on n'est plus quelque chose d'extraordinaire. Donc il faut faire passer, maintenant il faut passer dans le PR. Qu'est-ce qu'on transmet? Et on transmet vraiment plutôt des images tournées vers l'avenir, des garants de la paix, des garants du bien-être social, et on est tous à notre échelon actif pour transmettre ça à nos enfants. Annick Libéral, alors je me présente retraitée d'abord, fonction retraitée, mais administrative dans une maison de l'Europe de l'Eure. Et auparavant, j'ai fini ma carrière au lycée franco-allemand de Buc en tant que proviseur. Et avant, professeur d'allemand. Bref, donc l'allemand, je rejoins monsieur qui tout à l'heure plaidait pour convaincre. C'est vrai que sur Versailles, par exemple, vendre l'allemand et la nécessité de parler, d'apprendre cette langue, parce que c'est 100 millions, c'est la langue la plus parlée en Europe. C'est plus de 100 millions qui parlent l'allemand. Et donc, ça c'est une première chose. Mais il y a aussi le fait de voir que, évidemment, nos politiques françaises n'ont jamais été on va dire, en faveur des langues. On n'a jamais eu une politique de langue volontariste. Et du coup, les Français, c'est pas vraiment des linguistes. On va parler anglais, certes. L'allemand, si on l'a appris en langue 1, si on l'a fait à l'université, et elle est toujours un peu considérée comme élitiste. Et ça, c'est bien dommage, parce que élitiste, parce que langue difficile. Non, je vendais l'allemand comme étant une langue qu'on apprend par rapport à l'anglais, par exemple. Et donc, cette langue qu'on apprend, elle a effectivement une première barrière, c'est la grammaire, la déclinaison, et puis la syntaxe. Mais quand on a dépassé ça, alors voilà, je vendais ça auprès des familles pour convaincre. Et puis enfin, Madame Goldman qui a abordé dit effectivement, on nous a toujours un petit peu berné sur les horaires, ça coûte cher, ça coûte cher. Non, ça coûte pas cher, puisque effectivement ensuite, c'est pour apporter du produit économique. Nos jeunes qui ensuite s'exportent vont apporter, et ceux qu'on reçoit aussi. Et Dieu sait si l'Allemagne est le seul pays, je dirais, en Europe, le plus tolérant sur la langue, c'est-à-dire les prérequis linguistiques de la langue ne sont pas exigés en Allemagne dès lors que vous êtes plein de bonne volonté et que surtout vous êtes motivé pour faire les choses. Et je prendrai des exemples encore récemment. Je suis allée dans un établissement et là on voit la politique affligeante de la France au niveau des langues en supprimant la deuxième langue vivante donc en lycée professionnel et technologique. C'est que des élèves avec Erasmus et Erasmus+, donc là on est dans la professionnalisation du système et la professionnalisation du système par les langues. C'est-à-dire qu'on envoie des jeunes dans un pays qui ne sont pas du tout des bons linguistes en lycée professionnel et technologique. Non, mais on sait que sur le terrain, le faire avec le vocabulaire à côté, c'est là la langue qu'on va apprendre avec le contact de l'autre. Alors, évidemment, là, c'était une situation exceptionnelle, c'était Erasmus, avec une dizaine d'élèves qui partaient pour apprendre la cuisine. Et donc, ensuite, les Allemands venaient pour apprendre la cuisine française. Donc là, on est en plus dans la convivialité, c'était facile. Mais aucun ne parlait la langue.
comme en Italie, parce que j'ai aussi une expérience en Italie, ils ne parlaient pas l'italien, pas du tout. Mais ils sont revenus. Quand ils sont venus, qu'est-ce qu'ils ont pensé? Ils ont pensé, je retournerai en Italie ou en Allemagne parce que ça m'a plu, parce que j'ai connu des gens et parce que maintenant j'ai un éveil à la langue vivante. Voilà. Je crois que c'est les prérequis de langue, ils sont nécessaires à une post-bac, ils sont nécessaires, mais on peut aussi ne pas avoir juste quelques notions et apprendre ensuite et s'éveiller à la langue et à la culture du pays a posteriori. Voilà. Merci. Je vais être très brève. Sylvaine Maudy, je vis en Allemagne depuis plusieurs années et j'ai 2 casquettes aujourd'hui. D'une part, celle de présidente d'un comité de jumelage, donc je ne vais pas trop m'étaler là-dessus, mais c'est un très bon outil, le comité de jumelage, pour ancrer de très bonnes expériences de part et d'autre. Pour faire cette petite parenthèse. La deuxième casquette, c'est la casquette de l'entrepreneuse. Et j'aimerais, moi, faire un appel, on parlait de publicité de l'Allemagne. Faites une publicité de l'Allemagne comme ayant un tissu de PME très très dense et très large, avec des entrepreneurs qui sont beaucoup plus flexibles que de grandes entreprises et qui sont très ouverts, en particulier à des stages, qui est l'étape qui est préalable peut-être à un VIE qui est très long, qui est donc une étape un peu plus lourde à porter. Et pour des stages de courte durée, les PME allemandes sont très ouvertes et sont très très volontaires à engager des jeunes pour des courtes durées, même avec des connaissances linguistiques qui ne sont pas parfaites. Dans un contexte de migration actuel qui est d'ailleurs très très enrichissant, les entreprises allemandes sont obligées de s'ouvrir en termes linguistiques. Donc voilà, c'est un peu de la publicité pour l'économie allemande. Alors, un tout petit dernier mot, parce qu'après, je pense qu'on a eu des échanges riches et intéressants, et on pourra les poursuivre après. Donc, ensemble, on pourra trouver soit dans la salle, soit... Voilà. Allez-y. Bonjour à tous et bienvenue à Versailles, puisque je suis président du comité de jumelage Versailles-Potsdam. Je rebondis juste rapidement sur 3 points. Le premier point, M. Nass a bien dit qu'il ne s'agissait jamais seulement de la langue, mais qu'il s'était un apprentissage culturel. Pour moi, c'est le point qui rend en fait l'attractivité difficile, puisque malgré tout, l'Allemagne, pour la plupart des Français, ce sont les brumes du Nord. Il n'y a pas de doute que la majorité des Français sont des latins. Donc pour eux, l'idée d'aller vers le Nord est moins naturelle que d'aller vers le Sud. Donc il y a vraiment un enjeu d'apprentissage interculturel difficile. Pour avoir élaboré au cours de ma carrière tout un cours de communication interculturelle dans le business, j'ai eu l'occasion d'y réfléchir de près et j'ai moi-même été confronté puisque j'ai travaillé en Allemagne. Donc la vraie difficulté pour moi, elle est là. C'est que, et beaucoup de Français ne s'y trompent pas, c'est un apprentissage culturel qui n'est pas facile. Quelque part, le soleil fait que peut-être... La cuisine fait que peut-être pour certains Allemands, c'est plus facile de venir en France que l'inverse. Mais bon, je n'irai pas davantage plus loin dans ce domaine. Une seconde remarque à propos de ce que disait Mme Kopp sur le contexte. C'est vrai qu'il y a de très bonnes choses à savoir en Allemagne. Pour avoir fait 40 ans de carrière dans des groupes allemands, je vous confirme que la qualité des relations de travail est incomparable. Je n'ai jamais eu aucun patron parachuté. Tous mes patrons étaient passés par le même poste que moi avant, donc je ne pouvais pas les critiquer sous l'angle de la compétence, indépendamment des bonnes relations ou des moins bonnes relations que j'avais avec eux. Je dirais, le climat social était d'une qualité tout à fait exceptionnelle. Je lisais avec ébahissement ce qui se passait en France lorsque je travaillais en Allemagne. Et puis, par rapport à ce que disait Mme Goldman, en étant germaniste, on peut faire carrière en France, et je le confirme, puisque j'ai eu la chance de finir numéro 1 d'une filiale d'un groupe chimique allemand, avec grand bonheur. Et effectivement, je ne parlais qu'allemand à partir d'un certain niveau hiérarchique vers le haut. Et je me faisais mieux comprendre qu'en anglais. Merci à tous voilà, qui ont participé ici à la table ronde et aussi dans le public, parce que je sens que ça remue des envies, des émotions, et ça fait
ça fait énormément plaisir parce que tout changement, toute amélioration vient aussi de là, en fait, d'avoir envie, de donner envie. Et voilà, donc on pourra poursuivre la conversation. Je ne sais pas si on peut rester hors micro, je ne sais pas si on a le droit de rester un peu dans la salle. Voilà, mais en tout cas, voilà, nous sommes là encore un petit moment. Par contre, je vais peut-être clore la table ronde en vous remerciant et avec beaucoup de bonnes idées en tête. Je crois qu'on a tous des idées, on se dit tous, voilà, ce qu'on peut faire, quel petit pas concret et quel plus grand pas, et ça sera fait à partir de ce soir. Voilà. Voilà, je voulais juste rapidement vous remercier très officiellement. Non. Ah, pardon. Non. Ah oui, mais je ne vais pas te cacher. Voilà. Oui. Donc, voilà, moi je retiens les mots synergie, visibilité, amitié toujours. Et je vous remercie vraiment très chaleureusement pour ce débat très riche et puis les idées qui ont été apportées. Et voilà, nous continuerons à jouer notre rôle au mieux avec vous. Et c'est vrai que cette solidarité fait chaud au cœur aussi. Donc merci.